maintenant, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Elisabeth Pelzé, déléguée interministérielle aux victimes, qui va conclure cette matinée de travail. Et pour rappeler l'excellence du travail qui est mené en interministériel, c'est un plaisir pour nous permanent de collaborer en tant que ministère des Solidarités et de la Santé à ce travail. Madame Pelzé. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être aujourd'hui parmi vous pour non clôturer, mais finir cette première matinée consacrée à la thématique soins et résilience dans le cadre de la première journée du psychotraumatisme. Et en fait, je me suis dit, quel chemin parcouru en 2 ans ? Quand on pense au plan d'action interministériel qui avait été adopté le 10 novembre, au sein duquel la mesure phare était ce Centre national de ressources et de résilience que Françoise Rudetsky avait largement élaboré, quand on pense que l'année dernière, le 5 novembre 2018, lors des assises internationales des associations de victimes et d'aide aux victimes sur le thème de la résilience que nous avions organisé, il y avait eu l'annonce du Centre national de ressources et de résilience confié au CHU de Lille et à l'AP-HP et l'annonce des 10 centres régionaux de psychotrauma. Et quand on pense aussi aux journées qui avaient été organisées à Lyon au mois de juin, à l'École de santé des armées, les 20e journées des CUMP, et qui avaient permis une réunion plus ou moins informelle entre ces premiers centres qui s'étaient construits. Le chemin parcouru en 2 ans, il est énorme, il est considérable, et il est en même temps une sorte d'ouverture vers un avenir qui ne va cesser de se construire. Et pour moi, il y a 2 points vraiment très importants et intéressants. Je ne voudrais pas redire tout ce qui a été dit parce que c'est inutile, mais pour moi, cette réalisation, par essence interministérielle, adossée sur la pratique clinique et avec un partenariat extrêmement dense, est unique. Et la deuxième chose, c'est que tout ce travail, le CNRR, les centres de prise en charge de psychotrauma sont appelés, et j'en suis persuadée, à un développement international, à un rayonnement international qui ne va cesser de se développer. C'est un projet qui est devenu réalité par essence interministérielle, et le fait que 6 ministères et l'INESJ qui nous accueille aujourd'hui soient impliqués n'est pas anodin. 6 ministères, bien évidemment celui de la justice au premier plan, qui par la délégation qui est placée auprès du garde des Sceaux a impulsé le projet, mais également le ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, bien évidemment, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Recherche. Et chaque fois que nous avons rencontré les différents ministres qui ont participé au projet, et qui sont impliqués financièrement dans le budget du CNRR, ils ont tous réagi avec leurs particularités et avec leurs souhaits. Et c'est intéressant de voir que dans la réalité, ces souhaits se concrétisent. La première rencontre avec Madame Buzyn, elle a dit « N'oubliez pas les migrants ». C'était son message. La rencontre avec les ministres de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, de la justice, c'était oui, il y a un travail considérable à faire pour les victimes, mais n'oubliez pas non plus tous ceux de nos personnels qui interviennent. Et là, on voit à quel point aussi la prise de conscience du psychotrauma n'est pas uniquement celle des victimes directes, mais de tous ceux qui interviennent et qui sont amenés en première ligne, souvent, à être confrontés avec des exemples très pratiques
M. Blanquer disant « Les personnels de l'éducation nationale sont confrontés très fréquemment au fait d'avoir des enfants dans leurs écoles qui ont été victimes par leur famille d'attentats, d'accidents de la circulation ou autres, et nous ne savons pas comment réagir. » Même chose chez les magistrats. Combien sont formés à la notion de psychotraumatisme? Et que dire encore, bien évidemment, des policiers? Et j'ajouterai aussi tous ceux que l'on mentionne en tant qu'aidants de première ligne, qui sont souvent des passants ou autres qui ont porté secours à des victimes. La deuxième originalité de cette réalisation, c'est la pratique clinique et le fait qu'il y ait la volonté d'adosser le Centre national de ressources et de résilience au CHU de Lille, mais en coordination avec les 10 centres régionaux de prise en charge du psychotrauma. C'est quelque chose d'unique parce qu'il n'y a pas cette séparation et ce cloisonnement entre, d'une part, la collecte de la recherche, la formation, et d'autre part, les expériences sur le terrain. Et ces expériences sur le terrain, on l'a vu ce matin, elles sont multiples, mais elles ne feront que se développer et que se rénover. Enfin, ce qui me paraît dans cette réalisation assez exemplaire, c'est le champ extrêmement large, à la fois de la recherche, à la fois de la pratique. Car la tentation pourrait être de cibler sur certaines victimes. Bien au contraire, et je crois que c'est la cohérence maintenant de tout l'ensemble du dispositif, c'est de s'intéresser à l'ensemble des victimes. Le texte même de la délégation interministérielle prévoit les victimes d'attentats, les victimes d'accidents collectifs, les victimes de sinistres sériels, les victimes d'infractions pénales telles que celles qu'on a mentionnées ce matin, de violences conjugales, les enfants victimes de maltraitance, et on a élargi pour la première fois dans un texte à des victimes qui ne sont pas des victimes d'infractions pénales, mais de catastrophes naturelles, et on le voit tous les jours. Et on peut aussi mentionner des victimes de catastrophes industrielles, comme celles qu'on a connues récemment, et je crois que cet après-midi, il y a un atelier spécifiquement sur ce sujet. Alors oui, ce qu'il faut, dans toute politique d'ensemble qui est menée, dans une vision globale et pluridisciplinaire, c'est une forme de cohérence et en même temps d'assises très ancrées dans la pratique. Et je voudrais vous citer 2 exemples à cet égard. Le premier, c'est l'accident de Millas, qui est intervenu en décembre 2018, au cours duquel 6 enfants ont trouvé la mort dans un car qui était entré en collision avec un TER. En partant d'un bon sentiment et en voulant bien faire, nous avions souhaité que l'ensemble des médecins généralistes de la région soient alertés sur cette situation et 40 d'entre eux ont reçu une lettre leur demandant d'être vigilants à tous les signes de psychotraumatisme qui pourraient se révéler au travers de la population. Eh bien, la plupart ont répondu « Certes, nous voulons bien faire, mais nous ne savons pas détecter le psychotraumatisme. » Et cet exemple, je pourrais le multiplier à l'infini, puisque quelque temps après, malheureusement, en mars 2019, lorsqu'il y a eu l'attentat de Trèbes-Carcassonne, et on sait que cette région a aussi été particulièrement touchée par les inondations, avec de nombreux décès, eh bien la même réflexion a été faite par un certain nombre de médecins. Donc oui, la formation, celle qui est au cœur de l'activité du CNRR, parmi ces autres activités qui vous ont été développées, elle est fondamentale et elle ne pourra permettre une prise en charge des victimes par les professionnels de santé de meilleure qualité que si elle est dispensée très largement telle qu'elle nous l'a été exposée. Et puis, autre exemple concret qui a été évoqué à un moment donné par Nathalie Prieto, je crois, c'est le travail que nous avons mené au sein de la délégation sur l'annonce des décès.
Nous avons rendu un rapport dans lequel nous avons fait 18 propositions, car nous savons que ce moment, particulièrement marquant pour les victimes, est un moment qui peut laisser des traces indélébiles lorsque l'annonce est faite avec les mots qui sont choisis. Eh bien, la personne vivra le deuil d'une manière beaucoup plus apaisée. Au contraire, si l'annonce est faite dans des conditions qui ne sont pas celles que l'on peut exiger, eh bien, les traces pourront être indélébiles. Et la garde des Sceaux, quand le rapport lui a été remis, a spontanément évoqué le CNRR en disant « voilà un défi pour le CNRR qu'il pourra particulièrement prendre à corps, c'est-à-dire comment aussi le deuil, le traumatisme du deuil peuvent être envisagés dans la prise en charge du stress post-traumatique. » Donc vous voyez, cette cohérence que nous voulons installer dans tous les projets peut être vraiment un des défis que nous avons tous ensemble. Deuxième point qui me paraît essentiel, c'est le développement international, le rayonnement international auquel est appelé le Centre national de ressources et de résilience, ainsi que les 10 centres régionaux. Dès aujourd'hui et dès demain, au sein de l'Union européenne, il y aura la première formation des magistrats européens à l'aide aux victimes. Cette question de la prise en charge du stress post-traumatique sera évoquée. Et cet après-midi même, les ministres de la Justice et de l'Intérieur des 28 États de l'Union européenne vont évoquer la prise en charge des victimes lors du Conseil JAI. Dans quelques jours, il y aura une première visite d'une délégation étrangère au Centre national de ressources et de résilience qui s'intéresse particulièrement, dans le cadre du réseau européen des droits des victimes, à l'activité du centre parce qu'ils veulent, eux aussi, réfléchir à la possibilité de mettre en place des centres de cette nature dans leur pays. Enfin, le centre d'expertise européen va être annoncé très prochainement. Et ce centre d'expertise européen, qui regroupera toutes les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre au sein de l'Union européenne en faveur des victimes, aura un focus spécifique sur la prise en charge du stress post-traumatique et sur l'exemple français de cette coordination entre un centre national et des centres régionaux. Et puis, parce qu'aujourd'hui, dans notre Assemblée, Lise Stein est présente, venant de Norvège, et qu'elle conduit aussi des projets sur le stress post-traumatique et notamment ce qu'a vécu la population norvégienne après l'attentat d'Utøya, je crois que nous avons là tous les ferments positifs d'une coopération internationale qui pourra se monter et se développer dans ce domaine. Alors pour conclure, je voudrais simplement vous rappeler des choses positives. Il y a récemment une étude de l'Observatoire B2V sur les mémoires qui a travaillé sur comment les Français appréhendent-ils le traumatisme en 2019. Et les réponses qui ont été données sont encourageantes. Faisait partie de cette étude Francis Eustache et Denis Péchanski, qu'on a vu faisant partie du Conseil scientifique et d'orientation. Et 76% des Français ont déjà entendu parler du trouble de stress post-traumatique. 76%, c'est quand même intéressant parce que je ne suis pas sûre qu'il y a 20 ans, on aurait forcément eu le même chiffre. 67% des Français, selon cette étude, pensent qu'il est possible de retrouver un équilibre après un traumatisme. 56% d'entre eux pensent qu'une personne n'ayant pas vécu personnellement un traumatisme peut présenter un trouble de stress post-traumatique. Et 47% par contre des répondants pensent qu'une personne ne peut pas transmettre de manière intragénérationnelle un traumatisme.
Et donc, vous voyez à travers cette étude, qui est très intéressante, d'abord que la notion de stress post-traumatique s'est peu à peu développée dans l'esprit des uns et des autres, qu'elle a irrigué peu à peu la société et que les travaux qui vont être menés par le CN2R et par les unités de consultation feront contribuer à cette prise de conscience et au fait que probablement, grâce au site qui va être mis en ligne et qui est déjà opérationnel, la connaissance sera beaucoup plus approfondie et certainement beaucoup plus développée. Alors, je voudrais lire juste quelques lignes qui ont été écrites par Arthur Desnouveau dans son dernier livre « Victime et après ». La condition de victime ne peut se réduire au traumatisme et à la souffrance. Sa violence symbolique engendre également une diminution d'être. L'exil aux autres et à soi-même contraint les victimes à une traversée ici esquissée. Leur quête vitale du bonheur, non pas malgré, mais à partir de leur malheur, résonne de manière universelle avec la condition humaine. Je pense qu'au terme de ces journées, nous aurons largement exploré toutes les possibilités de venir en aide à tous ceux qui subissent ces stress post-traumatiques et à garder en mémoire ce que Thierry Baudet a dit pour ceux aussi qui, longtemps après, continuent de souffrir, continuent d'aller mal et pour lesquels, souvent, nous nous sentons démunis. Je vous remercie.